Nos invités, Édouard Obadia, vous êtes médecin réanimateur à l'hôpital privé Claude Gallien de Quincy-sous-Sénart. Bonjour. Margot Brunet, bonjour, vous êtes journaliste sciences et santé à Marianne. Bonjour. Et puis en visioconférence depuis Lille, on retrouve le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer. Je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Merci de participer à cette émission en direct. Donc face à l'avalanche de contamination et de cas contacts, les laboratoires et les pharmacies sont prises d'assaut. Peut-être y avez-vous passé une partie de votre dimanche après-midi hier. Reportage de Florence Bouquilla et Georges Pinol. C'est la ruée devant cette grande pharmacie marseillaise. Avec 250 à 300 tests par jour, il a fallu recruter pour tenir la cadence. On fait les 2 narines par précaution. Elle est débordée, du coup, pour aller plus vite et gagner un maximum de temps, on se met à 2. Les tests s'enchaînent. Dès que le résultat s'affiche, on met négatif ou positif. Mais du coup, après, on empile les feuilles et il n'y a pas de... On ne se trompe jamais, en fait. À l'intérieur, une personne sur 3 vient s'inscrire pour un test. Du jamais vu depuis le début de la pandémie. On a des vagues de personnes qui arrivent avec une personne qui est positive. Donc on a des foules de cas contacts. C'est un tsunami. C'est pour des tests, monsieur Van ? Le Covid-19 mobilise la plupart des employés, d'autant qu'il faut aussi vacciner. Tout va bien ? Oui. La plus grande crainte ici, que le personnel lui aussi soit touché par le Covid, car il est très compliqué de trouver des pharmaciens remplaçants. Même cadence à tenir dans cette petite pharmacie en banlieue parisienne. Au centre aéré, hier, un enfant a été diagnostiqué positif. Souffle par la bouche. Tous ceux qui l'ont côtoyé doivent donc être testés avant lundi. Je veux bien faire l'autre, mais je suis obligée d'aller un petit peu plus haut parce que sinon... Que là-bas, Oui. Cela fait des semaines que le Covid occupe plus de la moitié du quotidien de cette pharmacie. On est débordé. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse assurer notre métier de pharmacien également, en plus de la vaccination et des tests. Voilà, c'est bon. Alors l'épouse du pharmacien vient donner un coup de main, de plus en plus souvent. C'est du temps plein carrément. Là, vous venez tous les jours. Là, je viens tous les jours, oui. Ouais. Et il y a tout le temps le téléphone. Voilà, c'est ça. On répond sans arrêt. Oui, à 17h10. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a le téléphone qui sonne, excusez-moi. Pharmacie Malène, bonjour, ne quittez pas, s'il vous plaît. Du 31 décembre au 6 janvier, 9,5 millions de tests ont été réalisés. Margot Brunet, ça devient problématique. Là, ces pharmacies et ces laboratoires d'analyse médicale qui sont saturés, on ne peut plus y aller. La semaine dernière, il y a à peu près 10 millions de tests qui ont été réalisés sur tout le territoire, que ce soit des tests PCR ou des tests antigéniques. Forcément, on arrive à un point de saturation, que ce soit dans les pharmacies ou que ce soit dans les laboratoires. Dans les laboratoires, le problème, c'est que bien souvent, ce sont des tests PCR. Un test PCR, ça veut dire plusieurs heures d'analyse. Ensuite, sur le prélèvement, il faut du personnel, il faut simplement avoir l'équipement qui suit. On arrive à un point de saturation. Il y a déjà certains laboratoires qui rapportent ne plus avoir le temps de faire certains autres prélèvements, des prises de sang ou autres. Dans les pharmacies, c'est pareil. Un pharmacien, il lui faut aussi du temps pour faire autre chose, pour s'occuper simplement de sa pharmacie. Donc on arrive aussi à un point de rupture dans les pharmacies. Édouard Obadia, vous avez des gens malades, ou qui doivent simplement se surveiller, qui ont besoin de faire des prises de sang, qui viennent à jeun, et ils n'ont plus accès à leur prise de sang traditionnelle. On imagine que ça doit susciter de l'énervement, d'ailleurs, en disant on n'emmerde pas que les non-vaccinés, là, on emmerde une bonne partie de la population qui doit passer... on en voyait hier dans Paris, des après-midi, dimanche après-midi, dans la file d'attente. Vous avez raison, ça pose des problèmes pour les laboratoires, pour les autres prélèvements, et notamment les prélèvements sanguins, pour des bilans, pour des diagnostics de pathologie et autres, qui doivent attendre dans les files d'attente. Et des fois, vous voyez des files d'attente. D'ailleurs, vous vous demandez si ça ne crée pas des mini-clusters, parce que on a des files d'attente de 30, 40, 50 personnes qui attendent pour se faire tester. Ça devient problématique. On a beaucoup de tests à faire, et ça embolise tout le système. Professeur Philippe Amouyel, vous qui maniez les chiffres comme personne, est-ce qu'on a bon si on dit, s'il y a 200 000 contaminés par jour, comme vous nous expliquez qu'un positif, il peut contaminer 10 personnes, il a 10 cas contacts, donc ça fait 2 millions de tests par jour.
C'est ça, 10 cas contacts, dont 5 vont aller se tester. Donc ça fait 1 million de tests par jour. On est pile dans ce qu'on pouvait attendre, hein. Plus le caractère spécifique des enfants et le protocole sanitaire des écoles. Donc on est à un niveau de test qu'on n'a jamais connu en France. Inversement, par rapport à la lutte contre l'épidémie, entre guillemets, ça reste quand même quelque chose d'utile. Ah, ça reste utile, parce que c'est le Parisien qui, ce matin, se demande aux une, fait-on trop de tests? Est-ce que ça a encore un sens que de demander à tous les Français, tous les 3 jours, d'aller faire la file d'attente dans les laboratoires pour voir si oui ou non ils sont covidés? Il va y avoir une usure, on ne va pas tenir comme ça tout le mois de janvier. Alors, non, fait-on trop de... La question, c'est le trop. Ça veut dire qu'on en fait qui sont inutiles. Alors ça, c'est possible, c'est-à-dire que quand vous êtes bien protégé, que vous avez discuté moins d'1 heure avec une personne qui se révèle être cas positif, à ce moment-là, il n'est pas toujours, loin s'en faut, nécessaire. Vous ne serez pas défini comme cas contact. Mais l'assurance maladie est un peu débordée. Les gens anticipent le fait qu'il pourrait être cas contact, et donc on a peut-être un excès de cas contact. Donc tout l'enjeu, c'est maintenant de l'organiser, parce que qu'est-ce qui se passe quand on détecte des gens? Ça permet d'identifier des asymptomatiques positifs qui participent à la diffusion de l'épidémie. Donc, ça reste utile. La seule chose, c'est maintenant comment est-ce qu'on l'organise face à un variant aussi transmissible, que ce soit en ville, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit à l'école. Comment on l'organise? Vous avez parlé de l'école, et c'est vrai qu'à l'école, c'est très strict. Un cas positif dans la classe, toute la classe doit aller se faire tester, doit aller faire la file d'attente. Alors d'où la question d'ailleurs de savoir si on ne pourrait pas généraliser les tests salivaires qui sont peut-être un peu moins invasifs pour les enfants. Vous voyez ce sujet de Saada Souban, Justine Wild et Michael Cario. Deuxième test de la semaine pour Victor, 7 ans et demi. Voilà, ça va? Cas contact depuis quelques jours, pour aller à l'école, il n'a pas le choix. Il doit se faire tester. Un prélèvement nasal qu'il a du mal à supporter. Il préfère le test salivaire à l'école. Je préfère ça parce qu'après, t'as pas mal au nez. Sa mère aussi souhaiterait favoriser le test salivaire. C'est beaucoup moins intrusif que le test antigénique. Voilà. Donc c'est sûr que si on peut passer que sur du test salivaire pour les enfants, c'est plus simple. Une demande portée par la Fédération des parents d'élèves depuis des mois. Les enfants doivent, quand ils arrivent à l'école, pouvoir être testés avec des tests salivaires qui fait pas mal au nez et qui fait pas mal aux yeux, parce que l'école ne peut pas être le lieu des souffrances. Cette méthode avait pourtant été plébiscitée par le gouvernement. En mai dernier, le ministre de l'Éducation nationale en promettait même 600 000 par semaine, un chiffre jamais atteint. Mais pourquoi? D'abord pour des questions d'organisation. Il faut dépêcher le laboratoire à l'école et obtenir l'autorisation de chaque parent, mais aussi pour des raisons d'efficacité. Selon la Haute Autorité de Santé, ils sont moins fiables que les autres tests. Alors, comment ça se passe à l'école? Nous avons le vice-président porte-parole de la Fédération de parents d'élèves, la PEP, Laurent Zamekowski. Bonjour, monsieur. Je vais vous montrer un email. C'est du vécu. C'est un email qui tombe à 18h dans votre boîte mail. Nous vous informons qu'un élève de 6e 3 en contact avec votre enfant a été testé positif. Votre enfant doit effectuer un test dans la journée. Le retour de votre enfant demain dans votre établissement est conditionné au résultat négatif de ce test. Donc vous êtes en semaine, vous recevez cet email à 18h. Voilà, c'est la course. Il faut trouver une pharmacie qui puisse, dans la soirée, tester votre enfant et vous rendre le résultat. Sinon, il n'y a pas d'école pour l'enfant. C'est ça le quotidien de millions de parents, Laurent Zamekowski? Malheureusement, oui. C'est apparemment le prix à payer aujourd'hui pour garder les écoles ouvertes. Et effectivement, les parents courent dans tous les sens pour pouvoir d'abord aller faire tester. Après, ils doivent eux-mêmes pratiquer des autotests, ce qui est assez lourd. Et donc, effectivement, notre fédération également souhaiterait pouvoir bénéficier de tests salivaires. Margot Brunet, est-ce que les parents, d'ailleurs, le ciel ne leur tombe pas sur la tête quand ils reçoivent cet email? Parce qu'on est un peu perdu avec ce protocole. Là. Que faire si on est cas contact, si on est positif, si on a un rhume, le nez qui coule? Est-ce que tout le monde est bien au fait? Forcément, on est un peu perdu. Le protocole sanitaire à l'école a énormément changé. Il a été dévoilé le dimanche juste avant la rentrée, alors qu'il devait s'appliquer à partir du lendemain. La semaine dernière, on a encore eu quelques ajustements. Forcément, il y a des parents qui sont perdus. Et en plus de ça, la situation est évidemment très différente selon les établissements. Il y a certains établissements dont les directeurs vont être très au fait du protocole, vont envoyer de nombreux mails pour rappeler un peu les procédures. Il y a d'autres écoles où peut-être les parents sont moins au courant. Donc forcément, il y a beaucoup de parents qui sont un peu perdus en ce moment. Professeur Amouyel, d'autant que si votre enfant, donc vous l'avez fait tester, il revient positif, du coup en cascade,
les frères et sœurs et les parents doivent eux-mêmes, dans la même soirée, aller se faire tester. Est-ce qu'on va tenir comme ça? Est-ce que la France entière ne va pas se retrouver qu'à contact l'espace d'une semaine si Omicron continue à se répandre de la sorte? Alors la France entière, non, mais une telle majorité de Français que là, le système va être complètement débordé. L'idée, c'est vraiment l'organisation. Si on reprend l'école, il faut savoir que certains pays, comme les États-Unis ou l'Allemagne, ont mis en place des process de prélèvement salivaire avec des petites sucettes que les enfants sucent avant de rentrer dans la classe, qui sont mis et qui sont analysés par la suite. Donc ça simplifie quand même grandement la logistique. L'autre élément, ce qu'on n'a jamais voulu faire en France, c'est du pooling, c'est-à-dire qu'on met plusieurs échantillons en même temps et on fait un seul test. Donc ça, c'est pour alléger les laboratoires et l'activité. Donc tout va dépendre finalement de l'organisation, et si le système ne peut plus tenir, eh ben, il va y avoir un moment où des décisions vont être prises parce que c'est totalement ingérable. Laurent Zamekowski, comment voyez-vous les choses? Est-ce que ce sont les parents qui vont se rebeller et qui vont finir par ne plus faire les tests en disant écoutez, vous avez mon enfant, gardez-le, ou est-ce que ce sont les enseignants qui vont se rebeller? D'ailleurs, ils se mettent en grève jeudi. Comment est-ce que vous voyez la situation là? Est-ce qu'il y a une tension à l'école? Alors une tension, on est tous déjà dans le même bateau, je dirais, dans le sens où effectivement la situation est difficile à gérer. En revanche, les parents d'élèves aimeraient que leurs enfants puissent continuer à aller à l'école. Donc bien évidemment, tout ça est extrêmement contraignant et très lourd, et qu'il y a effectivement un véritable phénomène de ras-le-bol pour les parents, puisqu'en fait ils ne voient pas le bout du tunnel. Ils ont l'impression que plus le temps passe, plus finalement l'échéance se recule. Donc ils perdent espoir et ils finissent par se demander si finalement, effectivement, ça ne vaudrait pas le coup de laisser faire. Donc il y a de la fatigue, il y a beaucoup d'exaspération. Mais néanmoins, l'école ouverte, c'est important. Que les enfants puissent rester en cours, ne pas être désociabilisés. On sait très bien les impacts psychologiques que ça a pu avoir. On a vu aussi l'impact sur leur avenir, parce que bien évidemment la priorité c'est leur santé, mais il y a également aussi leur avenir qu'il ne faut pas abîmer. Margot Brunet, est-ce qu'il n'y a pas quand même la tentation pour les parents de casser le thermomètre et les autotests, de les faire un peu par-dessus la jambe et de ne plus faire les tests qui vous sont demandés quand cet email vous tombe dessus à 18h? Il faut être honnête, c'est une tentation qui est compréhensible. Déjà parce que là, on le voyait avec cet exemple de mail à 18h. À 18h, il faut trouver une pharmacie. Et encore, à 18h, c'est presque être chanceux. Ce mail-là, on peut le recevoir à 11h et il faut venir dans la demi-journée, arrêter sa journée de travail pour aller chercher son enfant. Ensuite, les autotests, forcément, on se heurte au problème de l'acceptabilité. Faire un autotest à un enfant qui a 7 ou 8 ans, 2 fois dans la même semaine, forcément, il y a un moment où tous les parents se sentent pas de faire ce prélèvement. Donc, on peut comprendre, je pense, le fait que certains parents soient réticents. Et c'est pour ça que les tests salivaires peuvent être une réponse aussi, parce que la réticence peut être liée, évidemment, au côté assez invasif du prélèvement nasopharyngé. Des parents qui doivent parfois garder leurs enfants, du coup, quand ils sont positifs. Professeur Amouyel, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce dont d'ailleurs nous avait parlé le conseil scientifique, c'est-à-dire la désorganisation de la société? En fait, Omicron est en train de désorganiser notre vie de tous les jours. Alors, on n'en est pas encore là, fort heureusement. En revanche, on a la désorganisation du quotidien qui pose un certain nombre de problèmes. Je pense que l'idée finalement de dépister est plutôt une bonne idée si on laisse filer le virus, mais peut-être qu'il faut être plus clair dans les priorisations, dans le fait que cas contact ne veut pas dire que dès que vous avez vu quelqu'un qui était positif, il faut aller vous faire tester, parce qu'il y a aussi ce genre de phénomène, on l'observe également, c'est bien définir ce qu'est le cas contact. C'était ce que faisait l'assurance maladie. Et puis, je reviens sur les enfants, je pense qu'il existe à l'étranger des protocoles qui ont été mis en place sur des tests salivaires, des analyses de pooling, qu'on pourrait tout à fait appliquer dans le pays. Il n'y a pas de raison que la France ne puisse pas mettre cela en place. Donc il y a des moyens d'organisation et des décisions à prendre. Mais le virus progresse à une vitesse fulgurante. Ça, on s'en rend compte tous les jours, malheureusement. Laurent Zamekowski, est-ce que votre souhait, ce serait que tous ces tests soient faits à l'école, que ce ne soit plus aux parents de les faire, en gros de refiler le bébé aux enseignants qui, on imagine, ne le feraient pas forcément de bonne grâce? Enfin, c'est une question que je me pose d'ailleurs. Alors, que ça soit fait à l'école, évidemment, après, sans forcément refiler le bébé aux enseignants. Je veux dire, effectivement, si par exemple, on prend des initiatives de manière à mettre des unités mobiles ou ambulantes au sein des écoles pour qu'on puisse tester,
Les 600 000 tests qui étaient promis par le ministre, qui au final n'étaient que 400 000, ont eu du mal à être mis en place parce qu'il n'y avait pas de personnel, d'équipe pour le faire. Ce n'est pas les quelques milliers de médiateurs Covid qui ont été recrutés sur toute la France qui ont pu permettre de le faire. Et 600 000 tests pour 12 millions d'élèves, c'est du ponctuel et du ciblé et non pas de la masse. Donc on en est encore très loin. Donc effectivement, si demain, il y a des unités qui sont dans les écoles, qui sont là pour accueillir les enfants, pour les prendre en charge, pour gérer les attestations, des cartes vitales, etc., bien évidemment, les parents souscriront à ça et suivront. Bien évidemment, on n'attend que ça, surtout si c'est des tests salivaires. Merci beaucoup, Laurent Zamekowski, donc je rappelle un vice-président et porte-parole de la Fédération PEP. Merci. Édouard Obadia, cette désorganisation de la société, est-ce que vous la vivez d'ailleurs à l'hôpital? On sait que vous avez plus de patients. Est-ce que si vous avez côté personnel, vous avez ça et là des manques? Ah bah tiens, elle est cas contact, elle est positive, il est positif, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants parce que son enfant est positif. Alors, oui et non. Oui, parce que si on était dans le cas de tout le monde, on serait exactement dans cette même situation, c'est-à-dire que on a défini les objectifs, les tests, mais on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre parce qu'il faut courir, on les trouve pas, les autotests, c'est difficile. À l'hôpital, il y a une directive qui est sortie qui dit que les soignants qui sont cas contact doivent venir travailler s'ils n'ont pas de signes. Et donc, à partir du moment... le font d'ailleurs. Oui, ils le font parce que sinon on désorganiserait complètement l'hôpital qui est déjà saturé depuis 2 ans, vous le savez bien. Nos services de réanimation, on est obligé de fermer des lits parce que nous avons des personnels malades. Et dans ces cas-là, ils ne peuvent pas venir travailler. Mais quand ils sont simplement cas contact ou qu'ils ont des signes légers, ils sont affectés à une unité où on a des patients Covid s'ils n'ont pas de signes et ils viennent travailler. Donc, vous voyez, il faut adapter la situation à ce qui est au moment où on l'apprend, cette situation. Et à l'hôpital, on n'a pas le choix. Adapter la situation face à cette nouvelle épidémie qui est Omicron. Je dis ça parce que certains disent que c'est une nouvelle épidémie finalement, tant elle est fulgurante. Alors évidemment, ça ne touche pas que la France. Cette fulgurance d'Omicron touche également Israël. Israël qui du coup a décidé, comme le recommandait d'ailleurs le professeur Amouyel, de prioriser les tests. Et Israël qui a décidé aussi un petit peu de laisser filer de fait l'épidémie. Voyez ce reportage sur place de nos correspondants Agnès Varamian et Soufiane Yassine. Un avion et ses touristes, les premiers en près de 21 mois. Israël, pays que le monde entier prend pour modèle, rouvre ses frontières. Les étrangers vaccinés, tests PCR en poche, arrivent enfin. Moi, je suis heureuse. Je vais retrouver mon petit ami. Peu de touristes encore. La nouvelle n'est officielle que depuis 3 jours. On habite aux États-Unis et on a regardé tous les jours pour savoir quand est-ce qu'on pouvait venir rendre visite à mon père, qui a plus de 90 ans. Un couple et une étreinte de retrouvailles. Pour Israël, quelques cas venus de l'étranger ne changeront plus la donne. Le pays est submergé par les cas de Covid. Il y a énormément de cas d'un coup. Dans un week-end, on a eu 10 000 cas. C'est un truc incroyable. Tellement de cas que le pays restreint l'accès aux tests. Les PCR sont interdits aux moins de 60 ans. Les antigéniques, comme ici, réservés à ceux qui ont besoin de tests certifiés par le ministère de la Santé. Pour les enfants qui a contact, j'ai besoin de tests. J'en amène 6. Israël change donc de stratégie et se résout à ce que le virus se propage dans la population la moins à risque. L'Omicron est là. Tout ce qu'il faut faire maintenant, et il se propage. Et on sait que la maladie ne va pas être grave. Donc, elle sera grave que pour les populations à risque. Donc, la stratégie est de les protéger. Une 4e dose pour les plus fragiles et l'espoir d'une sorte d'immunité pour les autres. Pour certains scientifiques, le pari est risqué. Il faudra du temps, plusieurs semaines, pour arriver à une protection collective. Sans compter qu'un nouveau variant peut toujours arriver. Alors, professeur Amouyel, pourquoi s'intéresser à Israël? Parce que depuis le début de l'épidémie, c'est un peu le phare avancé de ce qui se passe avec le Covid. Que vous inspire donc ce qui s'y passe, à savoir que c'est un pays très vacciné, Israël, et on le voit qui est submergé par le Omicron. Israël est dans la même situation que le Royaume-Uni ou la France ou les États-Unis actuellement. La question que se pose tout le monde, c'est est-ce que ça va saturer les hôpitaux? Mais sur le terme de la diffusion, il n'y a pas de raison que ce soit différent en Israël. Donc à ce moment-là,
on va pas dire laisser courir l'épidémie, mais c'est modifier la stratégie de test en priorisant, c'est ce qu'ils font, en particulier les plus âgés, les plus fragiles, pour essayer de les protéger et en se focalisant là sur évitons à tout prix la saturation hospitalière qui crée la crise sanitaire. Donc c'est probablement la nouvelle stratégie qu'il faudra mettre en œuvre de manière urgente peut-être dans les quelques jours qui vont venir. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée d'ailleurs Omicron, il représente combien des contaminations en France? Il est largement majoritaire maintenant? Oui, ça y est, les majoritaires, on a dépassé les 70%, ça veut dire qu'il reste quand même 30% de Delta, d'un Delta qui est contagieux et qui est virulent. Donc sur 200 000 tests, on va dire positifs, ça veut dire qu'il y a 60 000 à 80 000 Delta encore, ce qui est un chiffre très élevé qui pourrait venir poser problème sur les hôpitaux. Ça a tendance à diminuer avec le remplacement par l'Omicron, mais il faut vraiment, on est sur une ligne de crête, il faut vraiment faire attention et préserver l'hôpital au maximum. Edouard Obadia, et vous, alors à l'hôpital, que constate-t-on? Les contaminations, c'est quoi? C'est 2 tiers, donc Omicron, 1 tiers Delta. Vous, dans vos hôpitaux, est-ce que vous commencez à avoir des Omicron? On a 2 vagues qui s'impactent à l'hôpital. On a la vague du Delta qui donne les formes graves qui sont dans nos réanimations, avec actuellement 12 lits d'ouverts à Claude Gallien sur 15 parce que nous avons 3 lits fermés à cause du manque de soignants malades. Donc sur ces 12 lits, 50% sont occupés par des patients Covid, mais on voit maintenant arriver des patients Omicron dans les services de médecine et qui augmentent fortement les hospitalisations en médecine. Donc on a 2 vagues successives. Alors ils ne sont pas dans les services graves de réanimation. Encore, on ne sait pas s'ils vont arriver en réanimation ou si Omicron est moins grave et donc va faire moins de formes sévères. Il y a toujours un décalage entre l'arrivée en médecine et l'arrivée en réanimation de 5-6 jours. Donc nous n'avons pas encore beaucoup d'Omicron et il semble quand même moins virulent. Par contre, il faut le redire, ce sont toujours des personnes non vaccinées. Les chiffres sont clairs. En réanimation, 211 personnes sur 1 million sont malades en réanimation non vaccinées et 5 sur 1 million sont vaccinés. Donc vous voyez, 211 versus 5. Et les vaccinés, on sait que c'est des gens qui ont des comorbidités, qui ont des baisses d'immunité. Donc, on est là dans une épidémie double, une épidémie d'Omicron qui arrive en médecine, une épidémie de Delta qui est encore en réanimation. Donc, vous voyez, la saturation des hôpitaux, elle est importante, d'autant qu'on est obligé de déprogrammer et que c'est vraiment une perte de chance pour tout un tas d'autres pathologies. On va y revenir sur les déprogrammations et les conséquences pour les gens qui attendent en vain leur opération. Professeur Amouyel, est-ce qu'on peut dire que les jours à venir, les semaines à venir vont être cruciales parce que on croise les doigts, soit Omicron, c'est une grosse grippe et fort heureusement personne ne termine en réa, ou soit alors c'est le modèle Delta et là on ne répond plus de rien vu la prévalence dans la population de Omicron. Alors ce ne sera pas le modèle Delta parce que les évidences sur la moindre dangerosité existent. En revanche, l'importance de la vague peut-être saturer. Et l'importance de la vague, elle est liée à la transmission. Alors bien sûr, il y a les tests pour lutter contre la transmission, mais il y a toujours les mesures barrières. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est faut-il augmenter ces mesures barrières, par exemple en utilisant des masques FFP2 ? Quand vous êtes un infecté, quelqu'un non infecté dans une pièce pendant plus d'1 heure, si tous les deux vous êtes masqués avec des masques chirurgicaux, vous avez une chance de l'ordre de 30% d'être contaminé. Elle tombe à 0,4% si vous êtes tous les deux avec des FFP2 bien portés. Donc il faut qu'on agisse et je rappelle que les projections de l'Institut Pasteur, qui servent d'ailleurs à la décision du gouvernement, sont des projections qui incluent la moindre dangerosité et une diminution de nos contacts et l'augmentation de nos mesures barrières de 20 à 30%. Donc essayons d'appliquer également ce modèle-là. D'accord. Donc vous êtes encore dans l'espoir qu'on puisse contrôler les contaminations, sachant que vous, au fond de vous-même, vous savez que dans le lot, certains termineront dans les hôpitaux et donc il est urgent de ne pas saturer ces services. C'est ce que vous nous dites. C'est une question de volume de contamination qui pourrait saturer les hôpitaux, pas nécessairement une gravité. Donc l'idée, c'est d'essayer de tirer sur le volume, d'écraser un petit peu ce mur qui est face à nous en essayant de réduire nos contacts le plus possible. Si vous aviez, je ne sais pas moi, 3 repas prévus dans la semaine, allez n'en faire qu'un, le principal. Essayez, lorsque vous êtes dans des zones très denses, de mettre des masques FFP2. Voilà, faites quelques autotests quand même pour vérifier de temps en temps. C'est ça les mesures barrières qu'il faudrait mettre en place parce qu'elles font partie du modèle qui fait qu'on passerait quand même au mois de janvier
Mais voilà, on le saura d'ici la fin de la semaine, malheureusement. Margot Brunet, qu'est-ce qui a fait dire à la fois à notre ministre de la Santé, Olivier Véran, que Omicron était peut-être la dernière vague, et ce qui a fait dire, ça fait couler beaucoup d'encre, hein, à la chef épidémiologiste du Danemark, que Omicron était tellement contagieux qu'on allait tous l'attraper et que dans 2 mois, ce serait terminé. Peut-être la dernière vague, et ce qu'espère à ce moment-là Olivier Véran, c'est que Omicron soit tellement contagieux qu'une importante partie de la population soit contaminée, qu'elle ne fasse pas forcément de forme grave, parce qu'on vient de l'expliquer, ce virus est quand même un peu moins virulent que Delta, et que du coup, ça fasse une sorte de couche de rappel généralisée sur toute comme la un population. vaccin, parce qu'en fait, l'avoir, c'est comme être vacciné, avoir Omicron. D'un point de vue immunitaire, oui. Après, l'avoir, c'est pas la même chose parce qu'on peut être malade, parce qu'il y a quand même un risque de forme grave, etc. D'un point de vue immunitaire, oui, c'est pas exactement la même immunité, mais ça renforce un peu nos défenses contre le virus. C'est ce qu'espère Olivier Véran, et on peut penser que c'est peut-être ce vers quoi on va aller, parce que du coup, au bout de potentiellement 3 doses de vaccin, avec qui plus est peut-être une infection avec Omicron, forcément, on serait protégé contre les formes graves. On ne peut pas écarter le risque, cependant, et l'OMS l'a souligné la semaine dernière, qu'un nouveau variant apparaisse à son tour et que celui-ci rebatte de nouveau les cartes de l'épidémie. L'autre risque, et on en a discuté aussi, c'est que le variant Delta, dont certes la proportion baisse, mais en chiffre absolu, en fait, le nombre de contaminations au variant Delta ne diminue pas. Le risque, c'est qu'une fois la vague Omicron passée, Delta refasse encore de nouveaux dégâts. Professeur Amouillet, alors justement, votre point de vue là, sur ces 2 théories qui circulent. Omicron va saturer tout le monde et derrière, tout le monde sera vacciné, puisque avoir la maladie, c'est en termes d'immunité, c'est être infecté, c'est comme être vacciné. Ou alors, effectivement, Margot Brunet faisait référence à cette déclaration de la patronne de l'OMS, la chef épidémiologiste. Voilà, on voit la phrase: plus Omicron se répand, plus il se transmet, plus il se réplique, plus il est susceptible de générer un nouveau variant. Alors on n'en sortira jamais, on se dit. S'il y a toujours le variant du variant, on va vivre à vie avec cette épidémie. Alors, on n'en sortira jamais, non. Ça finira par se calmer. Le virus passera sur un rythme endémique, c'est-à-dire qu'il sera présent, fera quelques pics hivernaux, et puis on le maîtrisera à coup de vaccination et de gestes barrières. En revanche, sur les projections et les théories, c'est même pas des projections, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'éléments aujourd'hui pour savoir si c'est la dernière vague. D'autre part, on ne sait pas non plus si le fait de contaminer tout le monde va permettre d'augmenter l'immunité. C'est comme si vous disiez, voilà, pour éteindre un feu de forêt, on va laisser brûler les arbres. Donc il faut quand même un peu les arroser pour en préserver certains, surtout les plus fragiles, surtout les non-vaccinés, et essayer de vacciner un maximum de personnes. Donc clairement, le niveau immunitaire de la population risque d'augmenter. Probablement, il y aura des bénéfices croisés avec cette immunité pour les autres variants. On les absorbera mieux. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on atteigne cette fin de semaine parce que l'enjeu, il est certes sur les contaminations, mais si elles sont assorties de formes plus modérées, symptomatiques et de moins de formes graves, on pourra mieux gérer l'épidémie. C'est ça vraiment l'enjeu, c'est d'essayer de réduire au maximum les formes graves. Moralité, ça veut dire vacciner, continuer à vacciner et puis suivre précisément les transmissions et en maintenant les gestes barrières. Édouard Obadia, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins, comme on dit. Donc vous, comment ça se passe à l'hôpital là d'ailleurs vous faites plusieurs scénarios en disant, tiens, ça c'est le scénario catastrophe, il faut s'y préparer avec un afflux de malades, pourquoi pas même fin janvier en réa. Comment vous vous préparez? On vit au jour le jour. Ah oui. On vit au jour le jour parce que les hypothèses sont nombreuses, variées et toutes incertaines. Je vous prends un exemple, la grippe. On sait très bien qu'on peut avoir la grippe avec le virus A et puis quelques jours après ou quelques semaines après avoir la grippe avec le virus B. Ce sont 2 virus de la grippe, ce sont 2 virus qui circulent. Quand la grippe circule, on peut très bien avoir l'un et l'autre. Donc on peut très bien avoir Omicron et Delta, et on voit que la pression sur Delta, même si elle a baissé, elle n'est pas nulle. Donc on peut très bien vivre avec plusieurs virus. On sait aussi que quand un virus se réplique énormément, il y a plus de risques qu'un variant survienne. Donc c'est le cas avec Omicron, il se réplique énormément, donc il y a des risques potentiels. Donc vous voyez, on vit au jour le jour. Je crois qu'il faut éviter la saturation de notre service de santé avec des précautions. La première, c'est la vaccination. La deuxième, ce sont les gestes barrières. Et puis, éviter, comme mon collègue l'a dit, éviter le trop grand contact. Donc, le masque FFP2 dans les situations où les gens sont proches et où ils sont nombreux les uns avec les autres a un sens maintenant. On vit au jour le jour, et c'est vrai que vous nous disiez que vos services de réanimation étaient en quasi saturés de personnes non vaccinées.
me disiez-vous. Je vous propose de voir ce témoignage. C'est un non-vacciné qui pensait qu'il était sportif, qui se savait sportif, qui pensait qu'il n'attraperait jamais la maladie, ou en tous les cas, il ne ferait pas de forme grave. Il sort de 10 jours de coma, et vous allez le voir, la maladie l'a profondément secoué. Sujet de Nicolas Coadou et Guy Sabin. Pied gauche, pied droit, ça bouge un peu. Bon là, je suis coincé là. Une convalescence lente. Les bras, je bouge un peu. La tête, j'arrive à la bouger. Et douloureuse, car Benjamin Selva revient de loin. Il y a quelques semaines encore, il parcourait à vélo jusqu'à 100 km au quotidien. Un athlète, comme on le voit sur ses photos, prises il y a seulement 40 jours. Début décembre, il contracte le Covid et développe des symptômes très violents. Jambes coupées, voie respiratoire diminuée. Excusez-moi. Plus aucune force dans les jambes, quoi. Les bras, les jambes. J'habite au 4e étage d'une tour sympathique qui donne une vue sur l'océan, au Sable d'Olonne. L'habitude de la monter en cloche-pied. Ce jour-là, je n'arrivais pas à monter une marche. Pas une marche. Très vite, son état se dégrade. Son cœur lâche. On le transfère au CHU de Nantes où il passe 15 jours dans le coma. À son réveil, nouvelle naissance, quoi. Ce n'est plus moi. Je me suis pas reconnu. Je me suis demandé ce que je faisais là. C'était un choc pour moi. Benjamin Selva n'est pas vacciné et dit le regretter. Le naturopathe qui le suit lui avait conseillé de ne pas réaliser l'injection. Il m'a dit, Monsieur Selva, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez la patate, vous êtes sportif, jeune. C'est pas une priorité, quoi. Moi, je me posais pas la question réellement. Je faisais confiance, point barre. Voilà. Désormais, ce sont des mois de rééducation qui l'attendent. Les suites d'un séjour en réanimation ne sont jamais très simples, notamment suite à des séjours lourds de réanimation, où il faut plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année pour récupérer ce qu'on était avant. Il est difficile aujourd'hui pour moi de me projeter dans l'avenir. Voilà. J'ai du travail qui m'attend pour retrouver mes premières sensations, pouvoir lever mes bras, lever mes jambes et compagnie, quoi, voilà. Ce père de 3 enfants restera hospitalisé au moins encore plusieurs semaines. Édouard Obadia, vous avez typiquement, ce sont des situations que vous avez vécues? C'est exactement ça que nous vivons dans nos réanimations, exactement ça. Des patients qui viennent, qui sont non vaccinés, qui regrettent le fait de ne pas être vaccinés. Comment ça se passe? La prise de conscience d'ailleurs est progressive parce qu'on n'est pas directement en service de réa. Ben non, il y a une petite chaîne, alors comment raconter? Voilà, en quelques jours, en 3 à 5 jours, on passe du service de médecine au service de réa, on se rend compte que son état se dégrade, et alors on voit son taux d'oxygène baisser, c'est ça? On voit la saturation dans le sang de l'oxygène qui baisse, on ne peut plus respirer, on étouffe, et là on vous propose de vous intuber pour mettre une machine à respirer à votre place en vous expliquant on va vous placer en coma artificiel pour supporter tous ces soins. Et là le monde et vos certitudes et vos discours s'écroulent? Ben là, les patients se regrettent et nous disent « j'ai fait une connerie, pourquoi je ne me suis pas vacciné ?» Là, je me retrouve en réanimation. Donc voilà, c'est un témoignage. Il faut montrer ce genre de témoignage. On voit ça tous les jours, nous, dans nos réanimations. Et c'est 100% quasiment des patients que nous avons qui regrettent parce qu'ils préféraient attendre, ils n'étaient pas sûrs. On leur avait dit que le vaccin pouvait poser des problèmes. Et donc voilà, c'est typiquement les patients que nous avons dans nos réanimations. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'énervement, parce que très souvent, on vous pose la question et vous dites « non, mais nous, vous savez, on soigne tout le monde ». C'est quand vous voyez cette détresse. Néanmoins, vous êtes obligé de déprogrammer. Est-ce que c'est là, quand vous appelez une patiente qui attend, je sais pas, une prothèse depuis des mois, qui s'y prépare mentalement, et vous dites « bah non, madame, va falloir encore repousser ». C'est là, peut-être qu'il y a de l'énervement? Ça nous met en colère. À vous, déjà? Oui, ça nous met en colère, nous soignants en général, que ce soit les médecins, les infirmières. Quand vous avez quelqu'un qui doit se faire opérer pour une prothèse de hanche parce qu'il ne peut plus marcher et qu'on l'appelle la veille en lui disant « désolé, on va repousser de 5, 6, 8 semaines, on ne sait pas ». Mais on ne peut pas venir vous soigner. Quand vous avez un diabétique qui fait une complication et qu'on dit on va vous soigner à la maison parce qu'à l'hôpital on ne peut pas vous prendre, on n'a plus de lit, on se rend compte de ces pertes de chance et on a une solution, c'est le vaccin. On n'a pas de patients vaccinés dans nos réanimations, donc on aurait des lits pour soigner ceux qu'on ne peut pas prendre. Et ça,
c'est vraiment problématique. Alors évidemment, on soigne tout le monde. Évidemment, on les soigne de la même façon. Mais ça n'empêche pas qu'on soit en colère de ne pas pouvoir prendre en charge des patients qui, eux, ont fait l'effort de se vacciner, qui, eux, peuvent venir à l'hôpital sans risque et qu'on ne peut pas prendre parce que nos services sont pleins. Rien à rajouter. Sinon, je vous propose de voir ce reportage parce que les anti-pass et les anti-vax étaient mobilisés ce week-end. Ils ont manifesté dans toute la France, près de 100 000 personnes. Alors justement, qui sont-ils? Quels sont les arguments? Pourquoi sont-ils contre le pass ou contre le vaccin? Sujet de Florence Bouquilla et nos équipes en région. Ils étaient plus de 100 000 hier dans les rues de France pour dire non au projet de loi sur le pass vaccinal. Alors pourquoi ont-ils choisi de manifester haut et fort leur opposition? Il y a d'abord ceux qui sont pour la liberté à tout prix. C'est notre vie, elle nous appartient, voilà. Et le consentement doit être libre et éclairé. Je suis pour la liberté de circulation. Je n'ai commis aucun délit. En fait, on n'est pas contre les vaccins, on est pour le droit de choisir, tout simplement. Et puis il y a ceux qui restent sceptiques face au vaccin. Je gère ma santé comme je l'entends et j'ai pas envie qu'on vienne me dire voilà bah tu t'injectes ça. Je prends même pas de Doliprane et aujourd'hui on va me dire vas-y mets cette piqûre qui est de l'ARN messager ou un truc comme ça. J'ai pas l'intention de vacciner tant que j'aurai pas de garantie sur la finalité de ce vaccin. Pour moi, il y a encore une phase d'expérimentation. Si quelqu'un me prouve qu'il faut que je vaccine mes enfants parce que c'est dangereux pour leur santé, je le ferai. En attendant, non, je ne le ferai pas. D'autres, souvent vaccinés, semblent animés d'une défiance plus large. Pourquoi on est là? Parce que bien que je sois vacciné, la façon dont la pandémie est gérée, là, la crise est gérée, ça m'emmerde aussi. Si je dois aller au restaurant, il faut que je fasse une dose de vaccin. Si je dois aller au cinéma pour regarder un film, c'est une dose de vaccin. C'est stop. Je suis là tous les samedis parce que je suis contre tout ce qui se passe, entre le pass, la vaccination qui n'est pas obligatoire mais qui finalement l'est. Hein, donc il pourrait au moins assumer. Des manifestants aux profils différents qui ont souvent comme point commun le sentiment de ne pas être pris en considération par les politiques. Alors c'est vrai que Margot Brunet, est-ce que la phrase présidentielle « j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés » n'a pas contribué à mobiliser justement les anti-pass et les anti-vax? Forcément. On le voit en fait depuis le début de la campagne de vaccination, il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant. Se vacciner, c'est presque devenu un acte politique pour certains. Il y en a beaucoup qui refusent la vaccination parce que la vaccination est ordonnée entre guillemets par le gouvernement et qu'on ne veut pas de ce gouvernement, donc on ne veut pas de la vaccination. C'est un vrai problème parce que du coup, on fait des espèces de catégories dans la société et du coup, c'est pas forcément la bonne stratégie pour aller pousser certains vers les primo-injections, car les primo-injections n'augmentent pas tellement aujourd'hui. Donc forcément, ça a radicalisé une partie de l'opposition et on peut le regretter, de l'opposition, pardon, à la vaccination, bien sûr. Bien sûr. Édouard Obadia, ça vous inspire quoi quand vous qui voyez parfois où certains de ces non-vaccinés terminent, on vient de voir un reportage, voir 100 000 personnes assis dans la rue manifester, ça vous met en colère? Alors c'est énorme, effectivement, 120 personnes, il faut continuer la pédagogie qu'on fait depuis déjà 2 ans, donc c'est quand même plus difficile maintenant, cette pédagogie, elle existe longtemps. Et la meilleure des pédagogies, vous pensez que c'est le reportage justement qu'on vient de voir dans vos services? Mais il faut savoir aussi que dans cette semaine, on a eu 200 000 primo-vaccinés. Donc il y a 100 000 manifestants et 200 000 primo-vaccinés. Donc il y a peut-être un effet quand même de la communication du président, tel qu'il l'a choisi. En tout cas, notre communication, nous, médicale, c'est la vaccination protège des formes graves, il faut y aller. Professeur Amouyel, dans le reportage, on a vu une dame dire finalement il n'assume pas, c'est une quasi-obligation ce pass vaccinal. Et c'est vrai que pourquoi ne pas faire comme l'Italie là, qui vient de faire écoutez, vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans, parce que ce sont eux, enfin, je parle sous votre contrôle, hein, qui sont le plus à risque et qui risquent de saturer nos hôpitaux dont on a tous besoin, tous collectivement. Alors, aujourd'hui, vous voyez qu'avec un pass vaccinal qui revient un peu à ça, le temps qu'il faut le mettre en place. Or, c'est maintenant qu'on a besoin de cette obligation vaccinale pour éviter les formes graves. Donc la mise en place d'une obligation nationale, à mon avis, va prendre plus de temps. On est dans une période électorale un petit peu compliquée. Donc je ne vois pas comment on peut l'imposer au-delà de la fin de l'année, probablement. Ou avant, pardon, la fin de l'année. Donc finalement, le pass vaccinal, c'est une incitation forte. Alors juste pour dire, sur essayer de convaincre les gens, ça fait quand même maintenant plus d'1 an qu'on essaie d'en convaincre.
Et on a différentes catégories, des gens qu'on n'arrive pas à convaincre et qu'on ne convaincra pas. Donc, point, c'est tout. Mais on a quand même des gens comme ce jeune homme qu'on vous avez présenté en réanimation. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a dit « j'ai fait confiance ». Ils font confiance à des tiers qui, quelque part, leur disent de ne pas se faire vacciner. Des tiers qui ont une certaine autorité ou sanitaire ou humaine. Et je pense que c'est peut-être là qu'il faut qu'on se concentre par rapport à essayer de mettre de la pression, parce que ça nous permettra probablement de convaincre le plus grand nombre de personnes. Professeur Amouyal, sur la vaccination des enfants maintenant, ce matin il y avait un reportage dans Aujourd'hui en France, Parisien Aujourd'hui en France, qui montrait qu'il n'y avait pas de créneau pour les enfants. En gros, on a l'impression que dans les centres, on va à l'essentiel, on vaccine les adultes. Est-ce que ça vous semble être... On parlait de prioriser. Est-ce qu'il ne faut pas prioriser les personnes à risque pour la vaccination et les personnes à risque parce que ce n'est pas chez les enfants qu'on les trouve? Alors, quand on voit la progression à l'école, il faut quand même se poser la question de la vaccination des enfants pour leurs bénéfices individuels. On voit les chiffres qui viennent actuellement des États-Unis, on voit les chiffres qu'on a en France avec une augmentation multipliée par 3 ou 4 des enfants qui sont hospitalisés. Donc, il y a ce bénéfice individuel. Maintenant, quand on regarde pratiquement ce que c'est que la vaccination des 5 à 11, ça a démarré avant-dernière semaine de décembre. On est début janvier, il faut des fils spécifiques. On ne peut pas vacciner un enfant comme on vaccine un adulte. Il faut des environnements. Je pense qu'il faut le temps de les construire pour que justement on puisse avoir cette dynamique et pouvoir l'offrir. Il y a quand même un problème d'organisation à faire parce que ce sont des enfants, parce qu'il est important de bien les prendre en charge au moment où on les vaccine. Et vous avez raison, hein, cette maladie peut frapper des gens jeunes, comme ce reportage qu'on va voir. C'est une jeune femme de 36 ans qui a eu le Covid. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle a ce qu'on appelle le Covid long, qui est quelque chose dont on parle peu, qui est mal connu, mal appréhendé, mais qui peut être très handicapant. Vous voyez ce témoignage à Annecy, recueilli par Manon Martel, Johan Relat et Nordine Tahar. Des pilules à chaque repas et depuis plus d'1 an et demi. Annabelle Georges a été dans les premières à contracter le Covid. Et aujourd'hui, elle n'est toujours pas guérie. À 39 ans, certains gestes du quotidien sont devenus impossibles. Moi, voilà, j'ai mes 2 mains pour le porter, et encore ça tremble. Donc faire à manger, là, ça me fait très mal aux épaules, donc je le repose. On n'a plus de vie, c'est une vie sans vie, quoi. On ne peut plus rien faire, on est des handicapés. Alors voilà, je travaille un petit peu, voilà, voilà, c'est difficile. Ma vie, si j'ai pas mes parents, je vis pas, quoi. Ah, bonjour. Tu te reposais? Ses parents viennent chez elle tous les jours pour l'aider. On est trop inquiets. Trop inquiets. Quand vous avez votre gamine à 36 ans qui, du jour au lendemain, sombre comme ça avec ce virus. Car cette maladie est difficile à diagnostiquer. Pour les patients, le parcours est long. On leur dit non mais en fait, on comprend que vous soyez essoufflé. On sait que vous êtes essoufflé. Simplement, ça ne se voit pas sur les tests simples. Il faut faire des tests plus compliqués. En fait, déjà, ils ont passé du temps pour nous trouver. Et ensuite, il faut qu'ils fassent la queue parce qu'il y a plus de patients que de capacité, finalement, d'accompagnement. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de malades comme Annabelle Georges souffrent d'un Covid long. Il pourrait être entre 500 000 et 2 millions en France. Des données fragiles, car médicalement, cette notion fait encore débat. Édouard Obadia, ça c'est quelque chose qu'on sous-estime, mais auquel vous êtes confrontés, des gens qui viennent... Alors, les symptômes sont peu connus, on parle de symptômes variables, mais très handicapants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les symptômes sont multiples, très handicapants. Ils peuvent durer très longtemps et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir s'ils vont durer 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est une grande fatigabilité, les gens ne peuvent pas se concentrer, ils se lèvent le matin déjà fatigués alors qu'ils ont passé une bonne nuit, ils n'ont pas retrouvé le goût, pas retrouver l'odorat, ils ont des difficultés musculaires à soulever les choses, ils ont une très grande fatigue et ça peut durer extrêmement longtemps. C'est une forme du Covid, cette forme longue. Pourtant, la maladie est derrière eux. La maladie est derrière eux, ils n'ont plus de difficultés à respirer, mais ils restent avec des séquelles respiratoires. Quand on fait des tests fins au niveau pulmonaire, on voit les séquelles qui ont touché les poumons, mais pas seulement des cellules pulmonaires, toutes les cellules de l'organisme, les cellules musculaires, les cellules nerveuses, et on voit donc ces formes longues que l'on ne connaissait pas
avant cette maladie et qu'on est incapable de chiffrer parce qu'on est dans la pandémie et qu'on a tellement de malades que les formes frustes, elles passent au second plan. On va les diagnostiquer et on a des services qui le font maintenant et qui en ont beaucoup et on va le faire dans le temps et on va s'apercevoir effectivement que ça a touché beaucoup de personnes. Vous Margot, c'est de dire si on n'a pas fini de payer le prix de cette épidémie, à la fois en maladie non diagnostiquée parce qu'on a peu accès, ne serait-ce, on en a parlé, au laboratoire d'analyse, mais s'il y a ce Covid long, on dira bon, ça on verra plus tard. Oui. Il y a notre hôpital qui est saturé avec on le sait, des tas de personnels soignants qui rendent leur blouse. Oui, et le Covid long, je pense, illustre assez bien le problème. En fait, le problème avec le Covid long, c'est c'est normal, on se concentre depuis plusieurs mois, depuis presque 2 ans maintenant, sur les formes graves du Covid, et du coup, on n'a même plus le temps, on n'a même plus les ressources scientifiques pour se concentrer sur la recherche sur le Covid long, parce que tous les moyens sont mobilisés sur autre chose, etc. Et c'est un vrai problème, et pourtant, aujourd'hui, il y en a beaucoup des gens qui souffrent de Covid long. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a jusque 10% des patients qui ont souffert du Covid, qui 6 mois après ont encore des symptômes. Même si on n'est qu'à 1%, avec le nombre de contaminations qu'on a avec le variant Omicron aujourd'hui, ça fait un nombre de personnes qui ont des symptômes persistants qui sont absolument énormes et on ne sait pas les prendre en charge. Il y a un projet de loi aujourd'hui sur le Covid long qui est censé permettre d'améliorer un peu leur prise en charge, mais il est pris dans l'agenda parlementaire parce qu'il y a une nouvelle vague, parce que le nombre de contaminations a augmenté, etc. Donc je pense que le Covid long illustre bien cette durabilité un peu de la crise. Professeur Amouyel, pour terminer sur une note d'optimisme, les épidémies, quand je vous ai dit tout à l'heure on n'en sortira jamais, vous m'avez dit non, c'est faux, on en sortira. Alors une épidémie, ça dure combien de temps en moyenne, vous qui en avez ausculté beaucoup, sachant qu'on parle du Covid-19, donc vous voyez, ça veut dire que là on est en 2022, donc 19, ça fait déjà 3 ans qu'on est dedans, enfin, on entre dans la 3e année du Covid. Voilà, c'est ça, on entre dans la 3e année, ça fait 2 ans qu'on est dedans. Alors j'en ai pas vécu beaucoup, c'est la première grande épidémie, mais concrètement l'histoire nous montre qu'en général ça dure à peu près 3 ans sur des phénomènes qui à l'époque on n'avait pas de vaccin. Si on prend la grippe espagnole par exemple, donc c'est une mortalité, une immunité qui vient de manière naturelle. Donc c'est pour ça qu'on peut imaginer que 3 ans pourrait être un délai raisonnable. On est dans la 3e année, on a 90% de gens qui sont éligibles à la vaccination, qui sont vaccinés. Le virus qui est actuellement présent est en train de contaminer une grande partie de la population, donc on peut imaginer que peut-être d'ici l'été, on devrait avoir une meilleure immunité collective. Pas absolue, on est bien d'accord, mais que le gros problème de cette épidémie, c'est l'incapacité qu'on a à certains moments de prendre en charge les gens à cause d'une saturation de l'hôpital. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de réduire au maximum ce risque de saturation de l'hôpital et on pourra commencer à retrouver une vie normale. Mais il est certain qu'elle ne sera pas complètement comme avant un certain temps. Est-il vrai que les angines ou les rhumes que nous avons aujourd'hui, ce sont d'anciens coronavirus très redoutables du 19e siècle qui, au fil des vagues, se sont assoupis et sont devenus aujourd'hui de petits rhumes qui nous font juste Alors, je ne sais pas si... j'ai pas vu de texte sur leur redoutabilité, mais en effet, le rhume habituel qu'on a l'été, c'est du coronavirus. Hein. C'est un virus qu'on connaissait déjà. Mais avec cette modification et ce sous-type qui est le coronavirus B, on a à faire face à un virus qui travaille chez l'homme, mais qui travaille également chez l'animal, prend des mutations qui le rendent plus résistant du coup chez l'homme, et pose des questions. Mais ces mutations, elles évoluent dans les 2 sens, et on peut tout à fait imaginer qu'entre notre immunité qui va progresser et le virus qui va quand même avoir des mutations qui vont l'affaiblir, l'exemple d'Omicron est quand même un exemple en matière de gravité, et je le rappelle, c'est la gravité qui fait le problème et la crise sanitaire. On peut espérer que ça devienne une affection comme la grippe saisonnière, par exemple. Même si vous avez vu, à Chypre, ils ont identifié un virus qui aurait fusionné les deux, là, le Delta et l'Omicron, mais c'est contesté. Hein, donc... Voilà, ils ont identifié 25 cas, ils envoient les échantillons à Pasteur, ils vont être séquencés, on attend d'avoir les résultats avant de paniquer. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.